Le 20 novembre 1975, Franco s'éteint. Et 2 jours plus tard, à peine, Juan Carlos est proclamé roi d'Espagne. Oui, une transition extrêmement rapide, orchestrée par Franco lui-même d'ailleurs, hein. Mais bon, ça suscite pas mal de doutes à l'époque. Oui, justement, il y a cette citation célèbre de Santiago Carrillo, le leader communiste, fin 75. Il dit quoi? Juan Carlos, c'est une marionnette, un pauvre incapable. Exactement. Une prédiction qui va être, spectaculairement démentie, surtout après le coup d'État manqué de 81, hein. Ah oui, Carrillo lui-même va reconnaître son erreur. C'est un parcours assez fascinant, en fait. L'héritier désigné par Franco qui devient le sauveur, le garant de la démocratie. Avant de voir son image très ternie sur la fin, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça qui est complexe. Et c'est justement ce parcours complexe qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse très fouillée de Jean-Marcel Gueuget, qui est historien spécialiste de l'Espagne contemporaine. L'idée, c'est de comprendre les moments clés du règne de Juan Carlos Ier, de 1975 jusqu'à son abdication en 2014. Comprendre comment l'Espagne est passée de la dictature à une démocratie consolidée, avec ses succès et puis ses zones d'ombre aussi. Oui, on va suivre un peu le fil chronologique, hein. Mais les débuts un peu ambigus, sous l'ombre de Franco, Puis l'accélération démocratique avec Adolfo Suárez, le fameux 23F, le moment clé du 23F, oui. Ensuite, les longues années socialistes de Felipe González, l'alternance avec Aznar et le PP, Zapatero ensuite. les années Zapatero, les réformes sociétales, la gestion de crise par Rajoy, et puis l'abdication. Alors, commençons par le début. Ces débuts, justement, qualifiés d'ambigus. Juan Carlos, il maintient en poste Arias Navarro, le dernier chef de gouvernement de Franco. C'est pas vraiment un signe de rupture, ça, non? Ah non, clairement pas. Et ça inquiète beaucoup ceux qui espéraient un changement rapide, évidemment. C'est une concession très nette au bunker, hein, le noyau dur franquiste. Le noyau dur. Voilà. Même le retour de Fraga Iribarne, bon, une figure du régime mais vue comme un peu plus moderne, à l'intérieur, ça donne une impression mitigée. On promet l'ouverture, mais en même temps, la répression de manifs, notamment au Pays Basque, montre vite les limites, quoi. Et puis, assez vite quand même, il y a un choix surprenant, hein. Le roi nomme Adolfo Suárez Premier ministre. Un homme jeune issu du mouvement, l'appareil politique franquiste. C'est un peu paradoxal, non? Choisir un homme du sérail pour démanteler le sérail. C'est tout le paradoxe, oui. Et peut-être le coup de génie politique. Suárez, il est chargé de piloter ce que Gueuget appelle une ouverture sans rupture. D'accord. Et alors là, il va vite. Très très vite. Amnistie politique dès juillet 76. Ah ouais. Référendum sur la réforme politique en novembre 76. Approuvé à 94%. C'est ça qui ouvre la porte à la démocratie parlementaire, en fait. Et surtout, la légalisation des partis politiques. Ça, c'est énorme. Y compris le Parti communiste espagnol, le PCE, en avril 77. Oui, un geste très audacieux pour l'époque. Bon, l'analyse de Gueuget note quand même que l'eurocommunisme de Carrillo, qui avait pris ses distances avec Moscou, ça a facilité un peu les choses. Ça a aidé, oui. Absolument. Du coup, premières élections libres depuis 1936, en juin 77. L'UCD, le parti de Suárez, arrive en tête, mais bon, avec 35%. Pas une majorité écrasante. Non. Suivi par le PSE de Philippe González, qui fait un bon score, 29%. Le PCE fait assez peu, 9%. Peut-être suggère Gueuget à cause du souvenir encore frais de la guerre civile. Et l'Alliance populaire de Fraga à 8%. Et l'Espagne revient sur la scène européenne. Oui, admission au Conseil de l'Europe dès novembre 77. C'est symbolique, mais c'est fort. L'étape logique suivante, c'est la Constitution, le cadre légal. Exactement. La Constitution de 1978, approuvée par référendum le 6 décembre, c'est vraiment le socle de l'Espagne moderne. Monarchie constitutionnelle. Et point très important, Juan Carlos y est reconnu comme légitime héritier de la dynastie historique. Ah oui, pas comme successeur de Franco. Non, c'est crucial. Elle s'inspire pas mal de la Constitution républicaine de 1931 et elle crée cet état des autonomies. Le Pays Basque, la Catalogne obtiennent leur statut dès 1979. Mais tout ça, ça se fait dans un climat de tension quand même. Le terrorisme d'ETA qui redouble de violence. Oui, très violent à cette époque. Et puis une partie de l'armée qui reste très nostalgique du franquisme. On voit déjà des complots, comme cette opération Galaxy en 79, avec un certain Tejero, déjà. Oui, déjà lui. Et ces tensions, elles finissent par user Suárez. Il démissionne en janvier 1981. Officiellement, c'est à cause de blocages dans son propre parti, l'UCD.
Sur quelle réforme? Notamment sur le divorce, le financement de l'enseignement religieux, l'Opus Dei, une organisation catholique très conservatrice, pèse beaucoup à ce moment-là, et l'UCD commence à se fissurer. C'est dans ce contexte très instable qu'éclate le coup d'État du 23 février 1981, le 23F. Là, on a l'impression que tout peut basculer. Ah ouais, c'est un moment gravissime. Le Parlement vote l'investiture du successeur de Suarez, Calvo Sotelo, et là, Tejero et ses gardes civils prennent d'assaut l'hémicycle. Des images incroyables. Oui. Et au même moment, à Valence, le général Milans del Bosch fait sortir les chars dans la rue. L'Espagne retient son souffle. La peur d'un retour en arrière, elle est palpable. Et c'est là que Juan Carlos joue un rôle historique. Son intervention à la télé, en pleine nuit, en uniforme. Oui, en uniforme de capitaine général, depuis le palais de la Zarzuela. C'est décisif. Il ne se contente pas de condamner, hein. Il passe des coups de fil cruciaux aux chefs militaires des régions. Pour s'assurer de leur loyauté. Exactement. À la Constitution. Son message est très ferme. La couronne ne peut tolérer des actions qui prétendent interrompre par la force le processus démocratique. Il met tout son poids dans la balance. Et ça marche, le putsch échoue lamentablement. Et le résultat, paradoxalement, c'est que ça renforce énormément la monarchie et la démocratie. Oui, la légitimité du roi sort grandie de cet épisode. Même Felipe González, le leader socialiste, dira publiquement « Nous nous sommes trompés sur lui ». C'est fort. C'est un tournant majeur. Clairement, l'échec du 23F consolide l'ordre constitutionnel. Bon, le gouvernement Calvo Sotelo qui suit, il gère les affaires courantes, mais il n'empêche pas l'effondrement de l'UCD, ce parti centriste qui avait mené la transition. Et ça ouvre la voie à une alternance historique. Octobre 1982, victoire écrasante du PSOE de Felipe González. 46%, majorité absolue. Oui, une vague rose. C'est la première fois depuis la République que la gauche arrive au pouvoir. Et ça marque vraiment la fin de l'hégémonie du personnel politique issu du franquisme. Et González va rester longtemps au pouvoir, presque 14 ans, jusqu'en 96. Une très longue période, oui. Une période de modernisation accélérée pour l'Espagne, mais aussi avec des défis énormes. Qu'est-ce qui caractérise cette ère socialiste? L'Europe, sans doute? Ah oui, l'entrée dans la Communauté économique européenne, la CEE, le 1er janvier 86. C'est un objectif majeur qui est atteint. C'est une reconnaissance internationale que Franco n'avait jamais eue. L'ancrage européen définitif. Voilà. Ça va de pair avec une modernisation de l'État, un système fiscal plus moderne, et puis une importante reconversion industrielle. Souvent douloureuse socialement d'ailleurs. Oui, parce que le chômage, lui, il explose à ce moment-là, non? Si. Il atteint des niveaux très très élevés, un pic à 22% en 1985. Ça crée de fortes tensions sociales. Le gouvernement met en place des politiques sociales, bien sûr, mais la priorité, c'est la restructuration économique. Et il y a des réformes difficiles, comme celle des retraites en 85? Oui. Et ça mène à des grèves importantes. La grève générale de 1988, elle marque même la rupture entre le PSOE et son allié historique, le syndicat UGT. C'est un coup dur. Pourtant, l'image qu'on retient souvent de l'Espagne de González, c'est celle d'un pays qui se modernise, qui s'ouvre, avec les grands événements de 92, l'Expo de Séville, les JO de Barcelone. L'arrivée de l'AVE, le Oui. TGV espagnol. Oui, une année symbole, Une vitrine. une vitrine de succès indéniable, c'est vrai. Mais bon, cette longue période au pouvoir, elle s'achève dans un climat d'usure et, de scandale. C'est un peu le revers de la médaille. L'analyse de Gauguin en détaille plusieurs. Il y a l'affaire Guerra. Oui, le frère d'Alfonso Guerra, le vice-président, accusé de trafic d'influence. Ça force Alfonso Guerra à démissionner en 91. Et puis l'affaire Filesa, un financement illégal présumé du PSE. C'est ça. Ces affaires créent de grosses divisions dans le parti. Et puis, il y a l'ombre très pesante d'Égal. Les groupes antiterroristes de libération. La guerre sale contre État. Exactement. Des commandos parapoliciers dans les années 80. Et les soupçons sur l'implication, ou au moins la complaisance de hauts responsables socialistes, peut-être même González, ces soupçons sont très forts. D'ailleurs, un ancien ministre de l'Intérieur sera condamné pour ça. Pendant ce temps, à droite, l'opposition se réorganise. L'AP de Manuel Fraga devient le Parti populaire, le PP, en 89. Oui, et un nouveau leader émerge, José María Aznar. Il prend la tête du PP en 90. Et il capitalise sur les difficultés des socialistes. Le PP progresse à chaque élection, locale, européenne, et il prépare l'alternance. Qui arrive en mars 1996. Victoire du PP, mais elle est courte. 38,5%. Oui, pas de majorité absolue. Aznar doit s'allier avec les nationalistes catalans de CU et les Basques du PNV.
Changement d'air, donc changement de priorité. L'économie d'abord. La priorité absolue d'Aznar, c'est l'économie, oui. Et surtout, l'entrée de l'Espagne dans l'euro. Il mène une politique de rigueur budgétaire très stricte pour respecter les critères de Maastricht. Et ça fonctionne. Sur le plan des chiffres, oui, le chômage baisse de façon spectaculaire, de presque 24% à 11,5%. C'est une réussite notable. Mais Gogo souligne la contrepartie. Plus de précarité, plus de flexibilité du travail. Exactement. Et ça crée des tensions. Il y a une grève générale en 2002 contre ces politiques. C'est un peu le paradoxe d'Aznar, hein. La croissance économique, mais avec une fragilisation sociale. L'autre grand texte de sa politique, c'est la lutte contre État. Oui, là, il adopte une ligne de très grande fermeté. Il signe un pacte pour les libertés et contre le terrorisme avec le PSE de Zapatero qui est alors dans l'opposition. Et il y a cette fameuse loi sur les partis, en 2002. Oui, une loi très importante qui permet d'interdire les partis qui ne condamnent pas explicitement la violence terroriste. Batasuna, le bras politique d'État, est interdit suite à cette loi. C'est une période où État intensifie ses attentats, mais où il y a aussi un rejet de plus en plus massif dans la société espagnole. Aznar lui-même, il échappe à un attentat en 95. C'est vrai. Sur le plan international, Aznar marque une rupture aussi. Après le 11 septembre 2001, il s'aligne très très étroitement sur George W. Bush. Ce qui l'amène à soutenir activement la guerre en Irak en 2003. Oui, et même à y engager l'Espagne, malgré une opinion publique massivement contre. Ça va peser très lourd. Une décision très impopulaire. Énormément. Et ça s'ajoute à d'autres choix un peu contestés. Une crise diplomatique avec le Maroc, pour un îlot minuscule, Pérégil, des soupçons d'implication dans la tentative de coup d'État contre Chavez au Venezuela. Et puis, le drame absolu. Le 11 mars 2004, à quelques jours des élections législatives, Madrid est frappé. Oui, des attentats islamistes coordonnés dans les trains de banlieue. 191 morts, l'horreur. Un traumatisme national immense. Et la gestion de crise par le gouvernement Aznar, avec Rajoy comme successeur désigné. Et très critiqué. Dans les heures qui suivent, il s'empresse d'accuser État, alors que très vite, les indices pointent vers Al-Qaïda. Beaucoup ont vu ça comme une tentative de manipulation à des fins électorales. Oui, cette gestion de crise, ajoutée à l'impopularité de la guerre en Irak, ça provoque un retournement de situation incroyable aux élections. C'est ça. Le 18 avril 2004, contre toute attente, c'est le PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero qui gagne. Une victoire surprise. Zapatero, qui sera au pouvoir de 2004 à 2011. Sa première mesure est très symbolique. Retrait des troupes d'Irak, immédiatement. Oui. Mais son mandat va surtout être marqué par de grandes réformes sociétales. C'est vraiment sa marque de fabrique. Lesquelles, par exemple? La légalisation du mariage homosexuel en 2005, une nouvelle loi sur l'éducation, la LOE, qui essaye de réduire l'influence de l'Église catholique, une régularisation assez massive d'immigrés sans papier, et puis surtout la fameuse loi de la mémoire historique en 2007. Ah oui, cette loi était extrêmement clivante. Pourquoi? Parce qu'elle touche directement aux blessures de la guerre civile et du franquisme, qui sont encore très vives pour beaucoup. L'idée, c'est de reconnaître et d'indemniser les victimes républicaines, d'ordonner le retrait des symboles franquistes des lieux publics et de faciliter l'exhumation des corps dans les fosses communes. Une mesure de justice pour les uns. Voilà, et pour les autres, notamment à droite, c'était rouvrir inutilement les plaies du passé, diviser les Espagnols. Kroger insiste bien sur cette fracture profonde que ça a ravivée. Changement de cap aussi en politique étrangère, avec Zapatero. Oui, il lance l'Alliance des civilisations à l'ONU, il cherche à renouer avec l'Amérique latine, y compris Cuba, le Venezuela. Il améliore les relations avec le Maroc, mais bon, ça tend les relations avec l'administration Bush, forcément, et il augmente l'aide au développement aussi. Et sur la question basque, avec État. Il y a une tentative de négociation, ça mène à une trêve en 2006, mais elle est brisée de façon sanglante par un attentat à l'aéroport de Madrid-Barajas. C'est un échec. Et ETA annonce la fin de la lutte armée plus tard. Oui, mais beaucoup plus tard, en octobre 2011, après des années de pression policière et de rejet social très fort. Mais le second mandat de Zapatero, où il est complètement dominé et finalement emporté par la crise économique de 2008. Ah oui, l'Espagne est frappée de plein fouet, surtout à cause de l'explosion de la bulle immobilière. Et les conséquences sont terribles. Le chômage explose littéralement. Et Zapatero, qui avait été élu sur un programme social, il est contraint d'adopter des mesures d'austérité drastiques. Comme quoi, par exemple? Baisse des salaires des fonctionnaires, report de l'âge de la retraite à 67 ans. Pour son électorat, c'est un reniement. L'usure du pouvoir est extrêmement rapide. Et la sanction aux élections de novembre 2011 est terrible.
défaite historique pour le PSEO, oui, et retour en force du Parti populaire avec une majorité absolue cette fois, dirigée par Mariano Rajoy. Rajoy, investi fin 2011, hérite donc d'une situation économique désastreuse. Le chômage frôle les 25%. Oui, son mot d'ordre, c'est l'austérité. Encore plus d'austérité. Coupe budgétaire massive, hausse des impôts alors qu'il avait promis le contraire, gel des salaires. Un mandat très difficile sur le plan économique, mais aussi politique, avec des affaires qui touchent le PP. Oui, l'affaire Gürtel, les papiers de Bárcenas, du nom de l'ancien trésorier, des scandales de financement illégal présumés qui éclaboussent le parti au pouvoir. S'ajoute à ça la montée de la question catalane. Oui, la question indépendantiste en Catalogne devient de plus en plus centrale, surtout après 2014. Et il y a aussi cette tentative ratée de revenir sur le droit à l'avortement. Et c'est dans ce contexte, économique difficile, politique tendue, que Juan Carlos prend sa décision. Le 2 juin 2014, il annonce qu'il abdique, en faveur de son fils, Felipe. Pourquoi à ce moment-là ? Mais l'image du roi était déjà très abîmée. Il y avait eu cette histoire de chasse à l'éléphant au Botswana en 2012. En pleine crise économique. Exactement. Ça avait énormément choqué l'opinion publique. Mais au-delà de ça, il y avait de plus en plus de rumeurs insistantes sur sa vie privée et surtout sur l'opacité de sa fortune personnelle. Des questions financières. Oui. L'abdication, ça apparaît un peu comme un moyen de sauver l'institution monarchique en passant la main à Felipe, dont l'image, elle, était intacte à ce moment-là. Juan Carlos devient alors roi émérite. Il continue quelques représentations officielles au début, mais les affaires le rattrapent vite. Oui, des enquêtes sont ouvertes, en Suisse d'abord, puis en Espagne. Des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent. On parle de commissions occultes reçues d'Arabie Saoudite sur des contrats TGV, d'argent caché dans des paradis fiscaux. Et les déclarations de son ancienne maîtresse, Corina Larsen, jouent un rôle là-dedans. Oui, elles alimentent beaucoup ces révélations. La situation devient vraiment intenable pour lui. Au point qu'en août 2020, il annonce qu'il quitte l'Espagne. Oui, il s'installe à Abu Dhabi, un départ qui ressemble quand même beaucoup à un exil. C'est un épilogue assez amer quand on pense à son rôle initial. Oui, un épilogue troublant. Le contraste est absolument saisissant entre cette fin de parcours et le rôle historique majeur qu'il a joué, notamment en 1981 pour défendre la démocratie. Sa popularité était immense à l'époque. Alors si on essaye de résumer rapidement, on part d'un héritier désigné par Franco, il surprend tout le monde en choisissant la démocratie, il devient le héros du 23F. Ensuite, on a presque 40 ans de règne où l'Espagne se transforme complètement. Intégration européenne, modernisation, alternance politique, crise économique, la fin du terrorisme d'État, des débats de société très forts. Une transformation radicale du pays. Mais cette histoire, elle est aussi marquée par l'usure du pouvoir, les scandales politiques qui touchent les partis, et puis finalement les controverses qui touchent le roi lui-même et le mènent à ce départ un peu triste. C'est une trajectoire incroyablement riche, complexe, oui, qui épouse vraiment les succès, les épreuves et aussi les contradictions de l'Espagne de ces 40 dernières années. Gauguer termine son analyse en parlant d'une sorte de malédiction des Bourbons d'Espagne. Il rappelle l'exil d'Alphonse XIII en 1931. Bon, sans aller jusque-là, quelle réflexion on peut tirer de ce règne si contrasté ? C'est toute la question de l'héritage, finalement. Comment on pèse l'apport indéniable à la démocratie, à la stabilité du pays, face aux zones d'ombre personnelles, financières, de la fin de règne et de l'après-règne. Comment l'histoire jugera cet homme, celui qui a aidé l'Espagne à sortir d'une dictature, mais qui termine sa vie loin du pays sur lequel il a régné. S'interroge vraiment sur la complexité des figures historiques, où l'action publique et la vie privée, elles s'entremêlent, parfois de façon très déroutante. Ça laisse une évaluation forcément nuancée et sans doute jamais complètement définitive.